notre intervenant aujourd'hui, Bernard Stiegler, qui est philosophe et qui vient ici pour nous parler du sujet suivant, des mutations du monde du travail, dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi. Il fera la distinction, produite par l'automatisation et l'intelligence, si vous voulez, ça fait partie, c'est une partie de cette automatisation. Alors quelques mots de présentation. Monsieur Stiegler, vous avez occupé beaucoup de postes, vous avez publié aussi de nombreux ouvrages. Je vais rappeler très rapidement quelques postes que vous avez occupés. Vous avez été par exemple dans les années 90 directeur adjoint, ça a lieu comme ça, directeur adjoint de l'Institut National de l'Audiovisuel, donc de l'INA, puis en 2002, je crois, vous êtes devenu directeur de l'INCAM, l'Institut de Recherche et coordinateur en acoustique musique, et ce jusqu'en 2005. Année où vous fondez l'association ou le groupe de réflexion Ars Industrialis, vous précisez donc Association internationale pour une politique industrielle des technologies d'esprit. Et enfin, depuis 2006, alors vous m'avez dit que vous n'êtes pas directeur, mais vous êtes désormais seulement président, directeur de l'IRI, Institut de recherche et d'innovation, rattaché au centre Georges Pompidou. Vous êtes donc aussi l'auteur d'une thèse magistrale, dont j'ai ici seulement le premier tome, La technique et le temps. Dans des ouvrages plus récents, vous avez, en 2005, je crois, publié donc, La société automatique, l'avenir du travail, qui va être directement en cause ici. La même année, Dans la disruption, sous-titré Comment ne pas devenir fou. Et puis, il me semble, votre dernier ouvrage, paru en novembre de l'année dernière, Qu'appelle-t-on penser? Alors, une élève m'avait, je vais être très bref, une élève m'avait demandé s'il y allait avoir un contrôle lundi pour voir si vous avez bien appris, bien retenu ce que M. Stiegler va dire, va vous exposer, va vous faire comprendre dans sa conférence. Non, ni QCM, mais que ça ne vous empêche pas, bien au contraire, de bien écouter, de bien suivre, de bien noter. M. Stiegler, vous allez commencer par parler, par exposer sur le thème que j'ai précisé tout à l'heure, et puis ce sera ouvert ensuite à des questions. L'idée est d'échanger entre les élèves, les professeurs aussi, et ceux qui sont venus, et M. Stiegler. Donc profitez de cette occasion pour comprendre, vous articulez dans votre travail énormément, presque la totalité des disciplines qui sont enseignées au lycée, la physique, les SVT, l'histoire-géographie, la philosophie, la SES, et ça permet de comprendre qu'on peut apprendre des choses au lycée, pas seulement et d'abord pour avoir des bonnes notes sur Parcoursup, pour être pris sur Parcoursup, mais d'abord pour l'intérêt qu'il y a à comprendre, l'idée que comprendre nous libère, c'est quand on comprend les causes qui nous déterminent, qu'on peut ensuite essayer de s'en libérer. Et il me semble qu'on comprend en ce moment qu'on manque de compréhension et que c'est la raison pour laquelle on subit, et plus on subit, moins on comprend, et on rentre dans une spirale. Donc je vous laisse, M. Stiegler, nous expliquer un petit peu notre situation actuelle vis-à-vis de l'automatisation qui va de plus en plus vite, et les changements que ça va produire dans le monde de l'emploi ou du travail. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie d'être ici, présent. Très content de vous parler, de pouvoir rencontrer des jeunes lycéens et leurs enseignants. Très important pour moi. Ce dont je vais vous parler, en fait, renvoie à un travail qui est en train de se faire en ce moment même dans un territoire dont vous entendez parler de temps en temps, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, et plus précisément l'établissement public territorial de Plaine Commune, qui regroupe 9 communes, 430 000 habitants. On en parle régulièrement parce que c'est là que c'est le Stade de France, c'est là que se passe beaucoup de choses, c'est là que se passeront les Jeux Olympiques, par exemple, de 2024. En partie, pas que là, mais beaucoup là. Le village olympique sera à Saint-Denis, à Saint-Denis. C'est ce qu'on appelait autrefois la banlieue rouge. Autrefois, presque toutes ces villes, pas toutes, mais presque toutes étaient communistes.
Aujourd'hui, elles sont encore assez largement liées, disons, au parti communiste, mais pas seulement. Il y a des lignes de droite aussi, maintenant. C'est un territoire sur lequel il y a 140 nationalités différentes, ou 137. C'est le territoire le plus pauvre de France. C'est un territoire où, quand j'ai commencé à discuter avec son président, qui s'appelle Patrick Brosel, qui est l'ancien maire de Saint-Denis, c'est lui qui a aussi lancé le programme du Stade de France, il y avait 38% des jeunes de moins de 25 ans qui étaient chômeurs. Aujourd'hui, ils sont 50%. Alors, je vais vous en parler parce que il y a... Alors, d'abord, je vais me présenter. Comme vous l'a dit Yvan Denis, moi, je suis philosophe. Je fais de la philosophie depuis à peu près 40 ans. Je viens de prendre ma retraite. Je ne suis plus prof. Je l'ai été jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Je m'intéresse à la technologie. Pas seulement. Au départ, je ne m'intéressais pas à la technologie, vraiment. Je m'intéressais à la mémoire. Et j'étudiais le rôle de la mémoire dans la philosophie de Platon en particulier, ou de Socrate. Et puis, travaillant sur cette question, je me suis vite aperçu que, ça c'était dans les années 80, j'ai commencé à écrire d'abord ce qu'on appelle une maîtrise, ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est le Master 1, et ensuite un DEA, le Master 2. Je me suis aperçu que la mémoire, elle devenait en fait l'enjeu, un des grands enjeux, sinon l'enjeu principal de l'industrie. À travers quoi? À travers des technologies comme l'informatique, les bases de données, mais aussi les industries culturelles, la télévision. Par exemple, la télévision, quand vous la regardez et que toutes les 15 minutes ou toutes les heures, vous avez dans nos séquences publicitaires, c'est fait pour inscrire dans votre mémoire des modèles comportementaux et faire que, vous voyez d'ailleurs parfois, vous allez dans le supermarché du coin, vous voyez, vu à la télé. Donc c'est fait pour créer une séquence comportementale. Tout ça, ça a été conçu en fait au début du XXe siècle, dans le sillage d'un jeune, à l'époque, un jeune homme d'affaires, enfin qui n'était pas un homme d'affaires exactement, qui était un consultant, comme on les appelle aujourd'hui. Il s'appelait Edward Bernays et son oncle s'appelait Sigmund Freud. Je vous en redirai un petit mot tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez la télévision, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Google, etc., en fait, on essaie de contrôler votre comportement pour vous faire acheter des choses pour lesquelles les annonceurs publicitaires vont payer. Comme vous le savez, Google, tout ce que fait Google, c'est par l'annonce publicitaire. Et la télévision, c'est pareil. Alors, je vous parle de ça parce que j'en suis venu à m'intéresser à cette question, par exemple, de la publicité, de la télévision. Ça fait que je suis même devenu directeur général adjoint de l'INA. Donc j'ai travaillé directement avec les grandes télévisions françaises, mais aussi internationales. Mais au départ, ce qui m'apportait, ce n'était pas ces questions, c'était la mémoire. La mémoire, telle qu'elle joue un rôle très très important chez Socrate, par exemple, dans un dialogue, par exemple, qui s'appelle Ménon, que je considère être un des dialogues les plus importants, peut-être le dialogue le plus important de Platon. Socrate définit le savoir comme une remémoration, une réminiscence, une anamnésis. Et donc, il dit le savoir, c'est lié à la mémoire. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur la question de mémoire. Et puis, petit à petit, j'en suis venu à travailler sur les technologies de la mémoire, finalement sur l'informatique, sur les algorithmes, sur ces choses-là. Ensuite, j'ai passé quelques années dans la musique, effectivement, à l'IRCAM, l'Institut de recherche de coordination acoustique musique, un lieu très intéressant. Il y a 180 personnes qui travaillent, donc 60 chercheurs qui travaillent sur l'évolution de la musique, et des instruments de musique, et aussi des technologies musicales, etc. Je ne vais pas vous en parler longuement. Je peux simplement vous dire que si je suis passé par l'INA d'une part, par l'IRCAM ensuite, et avant j'étais passé par la Bibliothèque nationale, c'est que j'ai travaillé sur la transformation du texte par une numérisation de l'image et du son. Et ensuite, j'ai créé un institut, dont je suis toujours le président, qui s'appelle l'Institut de recherche et innovation, au Centre Pompidou, et qui avait vocation au départ à étudier les conséquences de ce qu'on appelle les technologies numériques culturelles sur les pratiques au cinéma, pas simplement des cinéastes, mais des publics de cinéma, etc.
Je vous indique ça pour que vous puissiez me situer et pour que vous puissiez comprendre pourquoi, il y a 5 ou 6 ans maintenant, je ne me souviens plus exactement, j'ai organisé un colloque au Centre Pompidou. Tous les ans, j'organise un colloque au mois de décembre au Centre Pompidou qui est consacré à une grande question de ce que j'appelle la société hyper-industrielle.